Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur Tandem TV. Un plaisir de vous retrouver et c'est une soirée absolument formidable. Vous allez voir la synergie qu'il y a dans cette soirée, la cohérence, finalement le lien, et vous verrez qu'avec ceux qui sont invités, ceux qui sont à l'antenne, ceux qui sont en duplex, eh bien, il y a de quoi effectivement se dire que nous sommes une longue histoire et finalement on va pouvoir s'amuser ce soir. Écoutez, soyez très attentifs, c'est parti. Alors, avec Tandem ce soir, j'ai la chance d'avoir à mes côtés d'abord, honneur aux dames, Jacqueline Charbit. Alors Jacqueline Charbit, c'est une enseignante extraordinaire, elle a un parcours fantastique. Elle est ce soir en tous les cas pour l'association Passerelle Suspendue. Et on aura l'occasion d'avoir Marc Elbaz, donc en duplex avec nous pour en parler. À ma droite, Eli Cohen. Eli Cohen, donc c'est un passionné d'image, mais un passionné aussi d'hébreu. Et on verra comment la combinaison, l'alchimie entre l'hébreu et l'image, c'est possible et ça peut servir. Et puis un ami, chroniqueur célèbre sur Tandem TV, c'est William Zerbib avec nous. Bonsoir. Voilà, donc en tous les cas, c'est parti. Et pour commencer, nous avons un invité que nous aimons particulièrement sur Tandem TV, c'est Raphaël Pérez. Raphaël Pérez, bonjour. Bonjour Ravi, bonjour tout le monde. Et oui, Raphaël, je disais que tu es un ami de Tandem parce que il n'y a pas eu un moment où tu n'as pas transmis des informations, tu n'as pas donné donc effectivement ce lien qui entre musique, jazz et puis finalement cette période douloureuse, tragique que nous avons tous vécue. Et bien aujourd'hui, c'est le moment où même le lendemain, où tu as fait une exposition absolument formidable que tu avais préparée depuis longtemps. Tu viens du high-tech, tu es dans la musique, tu es dans le jazz, ouais. Tu connais nombre de musiciens israéliens, de musiciens de jazz israéliens, tu les suis partout. Avec ton appareil photo, petit ou grand, je ne sais pas, tu vas nous le dire, mais en tous les cas, c'est un plaisir de te recevoir. Et première question, Raphaël, eh bien, comment t'es venue cette passion? Merci beaucoup, Avi, pour cette introduction fort chaleureuse. C'est un grand plaisir pour moi d'avoir été jusqu'à maintenant proche de ce que vous faites, de vous avoir informé et de continuer à le faire avec grand plaisir. Alors, comment ça a démarré? J'aime la musique depuis tout le temps. J'aime beaucoup la musique. À 15 ans, j'ai eu une chaîne hi-fi. Sans que ça m'ait particulièrement marqué à l'époque, le premier disque que j'ai reçu, c'était Sidney Bechet. Et donc, voilà, mon père m'a transmis la jazz. Ce que mon papa m'a beaucoup transmis aussi, il nous a quittés il y a quelques années, c'est l'amour de la photographie. Mon papa en Tunisie était directeur d'un cinéma et son grand hobby, c'était la photo. C'est-à-dire que j'ai quitté la Tunisie à 6 ans, et donc j'ai peu de souvenirs. Mais on a encore des caisses de photos, parce qu'à l'époque, elles s'imprimaient. Voilà, donc la photographie et la musique sous des formes très variées, ça vient de mes parents. Et moi, donc, je travaille dans la tech, c'est mon métier. J'ai toujours fait de la photographie à côté. Et il y a 13 ans maintenant, j'ai voulu, pour avoir un client qui me dit « je te paye, donc j'attends ça », j'ai créé une structure d'auto-entrepreneur pour prendre des contrats de photographie. Avec, bien sûr, le confort de ne pas le faire pour vivre. Donc, je ne recherchais que des choses qui m'intéressaient. J'avais un travail, puisque j'ai arrêté il y a 2 ans, très, très, très prenant. Et par chance et par hasard, les contrats qui sont venus et qui se sont progressivement développés par le bouche à oreille ont été dans le domaine de la musique. Ce qui m'a fait avoir une vie un peu folle de 4 supérieurs de high-tech. J'ai travaillé en particulier 6 ans en Israël pour une boîte fort connue qui s'appelle Checkpoint Technology, où j'étais tout le temps dans les avions parce que je m'occupais de l'Europe. Et donc, dans la journée, j'avais mon costume bleu marine et le soir, j'avais mes appareils photo et j'étais dans les salles de jazz, dans les salles de concert pour écouter des musiciens. Quand on aime la photographie, pour passer de cela à pourquoi le jazz, compte tenu du fait que même les plus grandes stars, par exemple, ce soir à Paris, il y a Avishai Cohen, qui est arrivé hier soir, j'ai pu saluer, même des gens qu'on a pas dans des salles de 800 personnes.
Donc, a fortiori, c'est dans les petits clubs où on peut faire non seulement de la vraie relation à personne, donc on connaît les gens, on les photographie mieux et on peut s'approcher, tourner autour et faire les photos qu'on a envie de faire. Donc voilà comment j'arrive à faire des photos de musique et pourquoi le jazz. C'est-à-dire que c'est les photos de jazz et tout mon travail sur le jazz israélien, c'est pas au départ parce que j'aime le jazz, mais c'est parce que c'est seulement dans des petits lieux qu'on peut s'approcher des sujets que l'on photographie, les connaître et pouvoir les capturer comme on a envie. Et voilà, oui, j'espère ne pas avoir été trop long. eh ben non, et c'est vrai que c'est dans des salles comme le caveau de la Huchette Voilà. et d'autres lieux comme ça magiques ou la Villa que on va découvrir des musiciens absolument extraordinaires et qu'on va avoir finalement ce que on dit à propos de la musique. On se grandit dans la musique avec la rencontre. Et toi, c'est cette rencontre avec tous ces grands musiciens de jazz qui va faire, et spécifiquement israéliens, qui va faire que, en même temps que tu rencontres ces musiciens, en même temps, tu fais reconnaître ce qui était déjà en train de grandir en Israël, à savoir donc cette discipline, le jazz, free ou pas, swing ou pas, bop ou pas, mais en tous les cas, l'esprit du jazz, et c'est vrai qu'on peut le constater ici en Israël, est présent partout, au-delà, bien évidemment, du grand festival de jazz d'Elat que tout le monde connaît et où nombre de grandes célébrités sont passées. Alors, finalement, Raphaël, tout ça, tu l'as compilé dans un livre. Alors, oui, avant de passer au livre, entre faire des photos et faire un projet, il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire, on fait des photos de trois manières différentes pour des professionnels. On a soit un client qui vous commande quelque chose, on a soit une agence à qui on donne des photos sur les thèmes que l'on veut et qui les propose aux médias, et on a de temps en temps un mail avec les dizaines ou centaines d'euros que l'on gagne. Et il y a quelque chose qui est très fort parce que c'est très prenant, c'est mon exemple avec ce projet, c'est quand on a une collection, un travail qui a un sens globalement. Moi, c'est en 2018 que ça a pris forme, c'est-à-dire à parcourir les salles de spectacle pour faire des photos était mon train-train. Et puis à un moment, en 2018, je réalise que dans ce que j'avais fait, et de manière non avérée, je n'en étais pas rendu compte, ni je ne l'avais provoqué, je m'aperçois que j'avais à l'époque, je crois, 32 musiciens israéliens. Ça m'a interloqué parce que c'était Israël, si c'était des Américains, des Nigériens ou autres, ça m'aurait peut-être moins interloqué. Et là, je demande à des gens dont j'ai beaucoup d'estime, qui sont des patrons de grands médias, de labels et autres, le jazz et Israël, qu'est-ce que ça vous évoque? Parce que j'en ai beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Et là, les trois, j'ai pas été plus loin parce que c'était clair et m'ont donné les mêmes réponses. C'est un phénomène majeur. Il y a un impact sur notre industrie. C'est un phénomène méconnu, mais auquel on consacre beaucoup d'attention, nous les professionnels. Et ils ont tous les trois ajouté, Raphaël, si tu t'y mets, ce sera bien parce que, un, rien n'existe, et deux, on va t'aider, c'est-à-dire le patron de TSF Jazz, de Jazz Magazine, donc les médias qui sont sur la place centrale, étaient contents qu'il y ait quelque chose, avaient peut-être une bonne relation, je ne sais pas s'ils étaient plutôt contents que ce soit moi ou un autre, mais le fait que ce projet naisse remplissait un trou. Donc moi, je viens du business, j'ai senti l'opportunité. Et elle n'est pas commerciale, elle est d'amener un corpus d'informations qui met en valeur Israël. Après, j'ai vu qu'il met en valeur les valeurs juives, qu'il met en valeur nos traditions, sur lequel je me suis totalement engagé. Donc, au départ, je travaille sur un projet photographique, c'est-à-dire des expositions, un livre de photos pour mettre en avant mon travail avec le minimum d'explications de dire qui est sur la photo, mini bio. Et là, je mets le doigt dans l'engrenage, c'est-à-dire que je me rends compte que il y a des musiciens, il y a leur mini bio, mais qu'il y a l'histoire du jazz en Israël. Comment ça démarre, et donc après, c'est ça, la boule de neige des rencontres, de l'intérêt. Et là, je vais être bref, mais ça mérite grand développement. Je dépasse mes photos pour rentrer dans une histoire israélienne, qui est comment en Israël le jazz est arrivé et comment dans un pays où il n'y avait aucun système d'éducation du jazz, grâce à l'arrivée de Olim Hadashim d'Europe ou d'Amérique, se crée une véritable chaîne de transmission amicale de gens qui veulent transmettre leur savoir.
Comment ces gens-là, après, font le pont avec les États-Unis, puisque dans les années 60-70, ceux qui veulent aller plus loin vont étudier aux États-Unis. Comment ils reviennent et qu'ils créent des écoles. Comment ils passent beaucoup de temps à apprendre le jazz et à commencer à créer des bons jazzmen. Et comment, surtout, c'est la partie la plus intéressante, ces gens, ces jeunes musiciens formés en Israël, dans des très bonnes écoles, qui ont commencé à maîtriser le jazz, comme ils finissent leurs études aux États-Unis, c'est eux qui, les mots qui viennent d'eux. Ils me disent, on était là-bas, mais on n'était pas avec des Américains. On était avec des Cubains, des Brésiliens, des Salvadoriens, parce que c'est, les immigrés se mettent avec les immigrés, comme partout. Et ils me disent, et on commence à jouer avec eux, un jazz universitaire pendant nos études. Et quand on faisait nos salsas le soir, les jigs dans les clubs et autres, ils faisaient un jazz différent. On a essayé de comprendre et ils mélangeaient leurs racines culturelles avec le jazz qu'on apprenait à l'école. Et donc c'est Omer Avital dont je parle, qui est un peu le papa de tous les jazzmen israéliens à New York. Il me dit, mais moi aussi, ma mère est marocaine, mon papa est yéménite. Donc il retourne en Israël, il étudie les musiques orientales à un très haut niveau, le solfège et tout ça, et il commence à créer une musique qui est le pont entre les musiques traditionnelles de sa famille et le jazz moderne. Et en fait, et pour finir, c'est un cheminement qui est magnifique en Israël parce que tout d'abord, il se passe de manière multipliée. Et comme vous le savez fort bien, vous qui avez la chance de vivre dans ce beau pays, en Israël, les générations d'aujourd'hui ont très souvent des grands-parents qui, les quatre, viennent de quatre pays différents. On a donc un brassage entre les traditions juives anciennes des différents pays d'où nous venons, enfin d'où les Israéliens viennent, et le jazz moderne, auquel s'ajoute un phénomène que j'ai un peu étudié qui s'appelle la transculturalité, qui est comment décrire la musique d'un Polonais qui se marie avec une Syrienne ou d'un Hindou qui se marie avec une Belge. Et ça, donc, avec le jazz. Et ça a été là, si vous voulez, la dimension culturelle qui, finalement, est la constante du peuple juif que d'évoluer, d'apprendre le moderne et des fois de l'anticiper, mais surtout de conserver et adapter les racines, que ce soit dans la musique ou dans le reste. Une question mais attention, Ami, il faut m'interrompre, parce que moi, je peux parler des heures sans m'arrêter, comme tu le sais. Hein. Oui, Raphaël. Une question de William Zerbib, qui, lui, incarne bien le juif errant et le cosmopolitisme. Alors, William, c'est à toi. Non, moi, c'est vrai que le jazz, je l'ai découvert il y a 50 ans en Israël. Il y a 50 ans, il y avait un groupe de jazz qui s'appelait Ha-Platina. Je ne sais pas si vous connaissez ce groupe. Bien sûr. Et le groupe Ha-Platina, c'était Roman Kuntzman, Alona Tourel, une Israélienne. Roman Kuntzman, il était polonais. Arele Kaminski à la batterie. Et j'oublie le bassiste qui était, je crois, russe. Je dois dire que c'est un des groupes mythiques et l'un des premiers groupes israéliens, bien sûr. Alors, c'est le premier groupe de jazz israélien qui m'a fait d'abord découvrir le jazz et qui m'a fait aimer le jazz. Et puis, évidemment, moi, je suis plutôt rock et blues. Maintenant, le jazz, il s'est passé une chose, c'est que j'ai mélangé... Enfin, je sais pas que j'ai mélangé. Pour moi, le jazz, c'était le free jazz. Et le free jazz, j'y suis imperméable, complètement imperméable. Jusqu'au jour... Et là, on arrive je sais quoi, il y a une dizaine d'années, où, à l'époque, c'était la directrice d'RCJ, où je travaillais, qui s'appelait Paul-Henriette Lévy, me dit, William, il y a Omer Avital qui vient à Paris, tu veux me faire un papier sur lui, pour l'Arche? Je dis, mais moi, j'y connais rien en jazz, moi, je peux te faire parler de blues, de rock. Je suis allé écouter Omer Avital, j'étais subjugué. Parce que c'était un autre jazz. C'était, comme tu l'as dit, transculturel. Il y avait du jazz classique, et je reviendrai d'ailleurs d'où viennent tous ces artistes israéliens. Il y avait du jazz classique et il y avait de l'oriental. Alors, en fait, ma question est comment t'es tombé dans ce pot extraordinaire qui est le jazz israélien? Il y a Omer Avital. Tout le monde en France parle d'Avishai Cohen. Il y en a deux, Avishai Cohen pour commencer. Et puis, pourquoi cet engouement? Voilà, pourquoi cet engouement en France pour ce jazz israélien qui parcourt toutes les salles? Tu me parlais de petites salles, mais il y a des grandes salles. Pour Avishai Cohen, il faut 1000 places. Hein. Il ne faut plus le caveau de la Huchette. Pourquoi cet engouement en France pour le jazz israélien? Alors, c'est une bonne question et il y a plusieurs réponses. Et là, je vous parle vraiment de quelqu'un qui est dans ce secteur
dans ce segment où je débarque, hein, c'est pas ma formation ni rien, mais quand même j'ai une bonne éducation de business, donc je sens les tendances et autres. Tout d'abord, ce qui est simple, et c'est le premier niveau, c'est que les gens qui vont dans ces salles, ils vont parce que c'est de la musique de très grande qualité, faite par des gens qui la maîtrisent. Donc c'est indiscutable que le grand public, c'est-à-dire la majorité des gens qui y vont, ils vont parce qu'ils veulent écouter des bons musiciens et que les gens qu'ils voient, ces Israéliens, en font partie. Donc on part déjà sur des bonnes bases. Et je reviendrai dessus parce qu'il se passe beaucoup de choses particulières pendant ces concerts. Deuxièmement, il est clair que la communauté juive, qui est finalement 1% des Français, même si pendant ces concerts-là, c'est peut-être 10% des spectateurs, ils vont aussi, il y a des amateurs de jazz qui s'arrêtent là, ils vont aussi par une certaine forme de fierté. Comme quand on dit, j'ai été voir un film israélien. De quoi ça parle? Écoute, le sujet, je connais pas le titre, mais on y va presque par solidarité. Il y a clairement un phénomène de ce type-là aussi, c'est-à-dire des gens qui sont des membres de la communauté juive française, sans être des grands amateurs de jazz, se retrouvent dans ces événements où des musiciens israéliens jouent par simple solidarité. Parce que vous savez, le lien qui existe entre la diaspora en général et Israël, c'est la même chose aux États-Unis. Moi, je travaille beaucoup pour ce projet-là avec les Américains. Il y a une fierté, une reconnaissance, un espoir. Vous connaissez ça parfaitement. Vous l'avez vécu tous avant de faire votre alia. Et moi, très clairement, et pour compléter ma réponse précédente, le fait que ce sujet n'ait jamais été documenté m'a donné une première motivation à m'y intéresser. Mais quand j'ai compris que la bobine de fil, cette boîte de Pandore que j'ouvrais, n'était pas une boîte de Pandore qui allait mettre mes photos en avant, plus ou moins, ça concernait pas mes photos, mais l'histoire qui venait d'histoire, très vite, j'ai décidé de m'engager complètement avec des partenaires qui amenaient chacun une grande qualité, des Américains, un Russe, deux Israéliens, qui avaient la connaissance de l'histoire et de la technique musicale, pour faire un projet qui est clairement un ensemble d'informations, un contenu que l'on offre aux organisateurs de tout type, où ils peuvent le montrer, afin de promouvoir la culture israélienne. Et ce dont on est très heureux, c'est qu'on a une demande énorme. Donc moi, je passe mes journées, parce que ça fait 6 ans que je finance, je passe mes journées depuis 2 ans à trouver des gens pour nous aider, parce que notre équilibre, c'est de trouver les fonds nécessaires pour remplir les propositions, pour pouvoir répondre à toutes les propositions sérieuses que l'on nous fait. Alors Raphaël, et voilà comment ça se passe. Donc maintenant, excuse-moi, Avi, maintenant ce projet que j'ai labellisé Israeli Jazz est dans une structure non-profit. Donc c'est plus mon produit, c'est mes photos, mais c'est plus ça qui est important. C'est un ensemble d'informations que l'on utilise pour promouvoir la capacité en Israël d'amener un élément culturel au monde qui est apprécié par sa qualité et qui fait le pont au niveau des traditions juives entre le passé et le présent. Alors justement, Raphaël, comme l'esprit du jazz, c'est aussi le partage, je vais donner la parole à quelqu'un que tu connais, Eli Cohen. Oui, alors justement, je voulais te poser une question, Raphaël, par rapport au fait que ton projet mêle l'audio, c'est-à-dire la musique, le jazz, tout ça, et aussi l'image. Alors c'est assez paradoxal parce que tu figes en fait. C'est pas de la vidéo que tu fais, c'est des photos. Donc tu figes des musiciens en train de jouer. Donc évidemment c'est extrêmement graphique puisqu'on a les cuivres, comment dire, des instruments de musique à la photo. C'est quand même magnifique, tout le monde le sait. Alors c'est très photogénique. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de paradoxal dans ce projet de mettre en avant du jazz par une image sans le son, premièrement, et deuxièmement, est-ce que c'est pas justement un prétexte pour parce qu'aujourd'hui on est dans une société, on est dans une ère du tout image. Est-ce que c'est pas pour donner justement l'image n'est pas là pour donner au final une existence à tout ce projet? Ouais, c'est intéressant. Avant de répondre, je vais ramener quelque chose sur la table que probablement Avi, qui est un fan, et William Sam. Le jazz et la photo sont très liés. C'est-à-dire que le jazz, donc début du siècle ou fin du 19e, même on dit début du 20e, il arrive en Europe avec les soldats américains à la Première Guerre mondiale et il essaime un peu partout. Et Paris est la capitale du jazz dans les années 50 et ainsi de suite. Ce que l'on sait de tout ça, c'est des livres qui le décrivent, mais c'est beaucoup de photographies.
Alors, bien évidemment, la photo dans les années 40, 50, 60 n'est pas la photo d'aujourd'hui. Je parle pas de techniquement ni visuellement. Je veux dire qu'aujourd'hui, des photos, tout le monde en fait. À l'époque, il fallait être quelqu'un pour faire des photos. Avoir envie, en tout cas. Ou que ce soit ton métier. Mais quand on aime le jazz, on a, comme j'ai moi, tous les livres qui montrent des photos de jazzmen pour les raisons que j'ai décrites tout à l'heure, parce qu'on peut les approcher, où on voit ces personnalités en train de jouer, en train de mesurer comment elles partagent leur passion et elles le communiquent aux spectateurs, en sachant que dans le jazz, au niveau musical, il y a une part très importante qui est donnée à l'improvisation. C'est ce qui fait que quand un musicien joue un morceau de jazz, ou quand plusieurs musiciens jouent le même morceau, ils ne le vivent pas et ils ne le transmettent pas de la même manière, c'est-à-dire que visuellement, on ne voit pas la même chose. Parce que pour se donner sur un morceau, on doit exprimer sa vraie personnalité et c'est obligé d'avoir des images pour cela. Ensuite, je vous ai raconté d'où moi je viens. Moi, j'ai jamais fait de vidéo. J'ai eu une caméra 8 mm à ma bar mitzvah qui a pas dû faire long feu, mais moi je fais de la photo, donc ça a été ma manière de transmettre. Et c'est quelque chose qui dépasse la société et la place de la photo dans la société actuelle, puisque par exemple, j'étais l'année dernière avec Alain Souchon pour fêter son 50e année de carrière avec une photo que j'avais fait en 78 de lui déjà à l'Olympia. Mais là, je vous parle d'une période bénie pour les photographes où on fouillait pas les sacs, il n'y avait pas de droit à l'image, on pouvait se lever, faire une photo, s'asseoir, personne ne disait rien. Ce que je veux dire donc, c'est que mon driver, ça a toujours été la photo, parce que c'est comme ça que j'ai aussi découvert le jazz dans ces albums, dans ces livres qui montraient les jazzmen de l'époque, et j'ai aimé comment on pouvait, en capturant une image, retranscrire la personnalité, donc différente d'un musicien à l'autre, de celui qui joue un morceau. Voilà. Jacqueline Charbit, une question? Oui, je ne m'y connais pas beaucoup en jazz, mais je voudrais savoir si ces musiciens de jazz que tu as, qui sont connus à l'étranger, est-ce qu'ils sont connus en Israël? Parce que moi, quand je veux voir un spectacle de jazz, c'est toujours des groupes de l'étranger. J'ai rarement vu un groupe uniquement. Parmi les groupes étrangers, il y a aussi des musiciens israéliens, mais on met en exergue surtout les musiciens étrangers. Est-ce que ces musiciens de jazz israéliens sont connus en Israël? Il y a deux questions dans votre question, Jacqueline. Alors, tout d'abord, pour répondre à votre question, oui, bien sûr, ils sont connus. Sauf que les peu connus d'entre eux, moi, j'ai photographié 130 musiciens. Il y en a 80 dans le livre. Et donc, dans les expositions, on les fait varier dans ces 130-là. Moi, j'ai photographié les musiciens qui sont ceux qui tournent. À New York, il y a plus de 200, New York et sa région, il y a plus de 200 musiciens professionnels de jazz israéliens. Qu'est-ce que je veux dire par là? Moi, je viens de la high-tech. Vous allez comprendre pourquoi je remets ça sur le tapis. Et donc, j'ai connu Israël d'abord par ma famille, mais aussi par l'angle de comment Israël se développe sur la scène mondiale de la high-tech et la personnalité des entreprises. En Israël, comme vous le savez, le marché intérieur est très petit et c'est à l'étranger qu'on fait le business. Et loin, puisque les voisins sont pas spécialement, mais malheureusement, très accueillants pour les produits et la culture israélienne. Donc, on doit aller loin. C'est New York, c'est l'Europe, c'est l'Asie et autres. Donc, c'est vrai que ceux qui ont du succès passent plus de temps à l'étranger qu'en Israël. Cependant, deux choses à noter. Les jeunes sont très couramment à démarrer des carrières en Israël. Et deuxièmement, alors bien évidemment, il faut connaître les lieux où aller les voir, mais deuxièmement, c'est très intéressant, c'est qu'en Israël, alors donc ces gens-là, ces musiciens, vivent en Israël, parcourent le monde. On les voit pas beaucoup en Israël. Mais quand ils se retrouvent en Israël, les quelques personnalités du jazz israélien que j'ai appris à connaître organisent très vite, un tel est là, hop, on fait une soirée, donc des soirées assez uniques. Quand on est en Israël, on va pas faire la promotion de son album parce que le marché est petit ou qu'il est déjà en vente et que c'est pas important de faire ça, mais c'est des gens qui se rencontrent, donc des musiciens, et c'est des soirées où ils se tapent des bœufs, des soirées uniques. Donc en Israël, c'est un peu l'endroit où on n'espère pas de la vente, on se tape des kiffs entre musiciens. Mais si vous regardez par exemple le programme, pour parler de deux salles mythiques à Tel Aviv, pardon,
qui sont le Bet Hammoudim ou le Shabloul Jazz, vous verrez qu'il y a beaucoup d'Israéliens qui y passent. Ce sont les deux hauts lieux du jazz en Israël. William. Oui, alors je voudrais préciser, parce que c'est important, la pépinière du nouveau jazz israélien, je pense que tu me contrediras pas, Raphaël, c'est l'école Thelma Yellin. Dans cette école, c'est l'école où tous les grands musiciens de jazz, que ce soit les Cohen, que ce soit Omer Avital, que ce soit le nom d'un Russe dont j'ai oublié le nom, et ils sont tous sortis de cette école, y compris d'ailleurs des chanteurs. Je pense à Tamir Greenberg, par exemple. Bon, bien sûr. Donc cette école est vraiment une pépinière de jazzmen d'Agivataim israélien. C'est pas une école, c'est un lycée. Oui. Alors non, là, il y a une confusion, si je peux me permettre. Il y a les deux là, oui. Vous avez raison, mais William n'a pas tort. Alors, on a beaucoup travaillé, c'est dans le livre, sur l'étude... J'aurais autre chose après à vous dire. Ouais, je réponds maintenant à ça oui, déjà. Bien sûr. Ok, très bien. Dans le livre et dans le travail que l'on a fait, l'étude et la présentation du système éducatif du jazz en Israël est une partie importante parce que ça explique tout et parce que j'y ai retrouvé ce que j'ai connu moi dans la high-tech. Bon, moi j'ai 64 ans dans 2 semaines, pas encore. Donc pareil, la high-tech, j'y travaillais avant qu'il y ait les boîtes israéliennes. Mon premier job, c'était chez Elbit. Donc, j'ai vu arriver ça et j'ai reconnu les mêmes arrivées. Et dans le développement de ces deux marchés qui n'ont rien à voir, l'installation d'un système éducatif de qualité est le point commun. Alors, je vais aller vite maintenant parce qu'il y a une 30aine de pages sur le sujet. En Israël, il y a 3 grandes écoles supérieures de musique. Le Conservatoire de Tel Aviv, la Rubin School of Music and Dance à Jérusalem et à Givatayim, la Rimon School of Music. C'est la structure d'enseignement supérieur la plus en pointe, la plus moderne dans ces méthodes d'éducation. Il y a vraiment... Et transdisciplinaire d'ailleurs, hein, avec transdisciplinaire. C'est-à-dire que il y a des croisements absolument exactement. Mais vous J'ai assisté à des masterclass de musiciens d'origine variée qui faisaient travailler des groupes d'étudiants. Il y a une richesse de fusionnelle et de collaboration, toujours à l'israélienne. C'est simple, c'est donné sans compter, et c'est surtout de l'exigence et de la qualité. Mais ce qui est le plus étonnant en Israël, c'est pas qu'il y ait 3 grandes écoles supérieures, c'est que, et j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois le monsieur du ministère de l'Éducation qui a eu au début des années 2000 la responsabilité de cela, en Israël, il y a 186 lycées dans lesquels les jeunes peuvent apprendre le jazz. C'est pas par hasard qu'il y a ces centaines de personnes qui tous les ans tentent leur chance comme avec une formation supérieure. C'est que dès le lycée, ça existe. Et effectivement, je reviens sur ce que William disait, le premier lycée qui a proposé une formation de jazz, c'est Thelma Yellin, lycée privé. C'est ce qui a donné l'idée au ministère de l'Éducation israélien de demander à Yaakov Ilan de travailler sur un projet d'étendre les choix musicaux dans les lycées publics. Alors, ma deuxième question... parle souvent, et juste pour finir, on parle souvent de ce qu'on appelle le 101 Jazz en Israël, c'est-à-dire l'autoroute rapide, c'est Thelma Yellin, Rimon School, et la Rimon School est jumelée avec une très grande école américaine qui s'appelle la Berklee College of Music de Boston. C'est le chemin traditionnel de la majorité des jazzmen israéliens. Pour arriver après à New York, comme vous l'avez dit. Je voudrais revenir en France, 2 minutes. Je suppose que vous connaissez le festival Jazz and Klezmer de Laurence Aziza. Bien sûr. Elle fait partie de ceux ou celles qui ont amené le jazz ou faire connaître le jazz israélien, voire même juif de manière générale, en France. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Indiscutablement. Indiscutablement, donc sans retenue, je connais bien sûr bien Laurence. J'ai participé à de très nombreux Jazz and Klezmer et dans mes photos, il y en a beaucoup qui viennent de là. L'exposition dont parlait Avi, qui a été dont le vernissage était hier soir, comptait 38 photos. Moi, je ne peux pas m'occuper, comme j'ai fait toutes mes photos, de construire les expositions. Donc, j'ai une personne qui est basée en Israël, avec qui je travaillais quand elle était à Moscou, elle a fait son alia, qui est la responsable artistique du projet. Donc, elle les choisit sans aucun driving de ma part. On décide la tonalité, le message, et elle choisit les photos. Et ben, dans les 38 qu'elle a proposées, que je discute jamais, que j'ai exposées, ça a été ouvert hier, il y avait effectivement 11 photos qui ont été prises dans différentes éditions du festival Jazz and Klezmer.
Donc, bien sûr, c'est très, très important pour mon travail, mais sur la communication et la promotion du jazz israélien et du klezmer. Parce que le klezmer, donc, ça existe depuis le XVe siècle en Europe centrale. C'est une musique qui n'est pas que juive, hein, elle s'appuie sur des traditions d'Europe centrale, mais que les juifs, c'est un violon sur le toit et cette tradition musicale. C'est aussi, alors il faut le dire avec des pincettes, mais c'est vrai, c'est aussi la tradition musicale du klezmer, qui, lorsqu'il y a eu entre les deux guerres, les premières vagues d'immigration importante aux États-Unis, va amener la clarinette et le saxo au jazz. Absolument. Quand le jazz démarre, il n'y a pas ces éléments dans les orchestres de jazz. C'est le klezmer qui amène cet instrument. Vous savez, hein, vous connaissez tous le film Jazz Singer. Oui, bien sûr. Donc, je veux dire, les Juifs ont été présents autour du jazz depuis toujours, d'une manière ou d'une autre. Pas tous les bons Juifs, hein. Par exemple, les premiers entre guillemets businessmen qui ont fait la promotion des Noirs américains dans la société blanche américaine très WASP, quand ces Noirs qui, sortant de l'esclavage, ont commencé à créer quelque chose dont tout le monde s'accorde à dire que c'est la plus grande contribution des Américains à la culture mondiale, le jazz. Il n'y a pas eu un engouement des Irlandais et des Blancs américains à les aider à en sortir. Par contre, bien sûr, comme souvent, les minorités sont mises à travailler ensemble, et ce sont les Juifs qui étaient souvent des patrons de clubs un peu limites à l'époque de tous les gangs américains, donc un peu les gangsters juifs, qui ont mis les premiers dollars pour promouvoir les musiciens noirs américains. Comme pour le blues et comme d'ailleurs pour le rhythm and blues et la soul music. Exactement. Exactement. Je voudrais faire une parenthèse ici parce que faut être reconnaissant. Donc moi, cette exposition, j'ai été invité par le CEJ, le Centre européen du judaïsme, qui en fait a bâti un événement qui va durer donc du 12 mars jusqu'au fin avril, dans lequel il y a mes photos qui sont exposées. Ok, je donne une conférence le 8 avril, mais surtout qui est une collection de soirées sur le monde, la musique du monde moderne et le judaïsme. Donc, il y a une projection commentée du film Jazz Singer, il y a une soirée conférence sur les Juifs chantent le blues, il y a un orchestre de musique classique avec des Juifs d'Europe centrale. Donc, oui, c'est très important la participation des Juifs dans le jazz, aussi bien dans la technique avec l'apport de la clarinette que dans le soutien commercial. Et ça se passera d'ailleurs au Centre européen du judaïsme. Tout à fait, tout à Place fait. de Jérusalem. Place de Jérusalem, ça ne s'invente pas. Ouais. Dans le 7e arrondissement, si je ne m'abuse. 17, pardon. Donc, permets-moi, Raphaël, de faire un petit bémol à cette joyeuserie que nous avons ce soir autour du jazz, mais depuis le 7 octobre, il m'est venu ce miroir difficile à encaisser, c'est celui où il y a quelques années au Jazz Lincoln Center avec Wynton Marsalis, voilà une semaine israélienne du jazz et on parle des Israéliens et on en est fier, et Wynton Marsalis, ce grand trompettiste, veut absolument que le jazz israélien soit mis à l'honneur. Mais ça, c'était avant. Depuis le 7 octobre, tu n'as pas cessé, malgré le drame, la sidération, tu n'as pas cessé d'être actif. Dis-moi comment tu as vécu ce moment-là, toi qui as cette passion-là, qui as ce regard-là, qui a eu ces rencontres-là, comment tu as vécu cette période, et est-ce que tu as pu quand même transmettre des choses? Moi, je connais la réponse, mais j'aimerais que tu nous la donnes. Ouais. C'est pas une question anodine du tout pour plusieurs raisons. Tout d'abord, et de manière la plus importante, c'est que j'ai beaucoup de famille en Israël. Moi, je connais en Israël non pas par les plages d'Elat et de Tel Aviv, mais j'ai de la famille à Haïfa et dans le pays que je visite depuis que je suis gamin. J'y ai travaillé 5 ans, donc j'ai été touché comme quelqu'un de très proche de ce pays et des gens qui l'habitent. Quand on travaille en Israël, quand j'ai fait depuis 5 ans ce projet, on a des liens avec des gens. Donc c'est vraiment, j'ai été touché pour les gens et j'ai été sidéré moi aussi. Je l'ai été aussi au niveau de mon projet. Avi, nous avons eu un call ensemble le 29 septembre et je t'avais raconté que le 13 novembre, on avait un roadshow qui démarrait avec le ministère des Affaires étrangères qui démarrait à Jérusalem, qui allait couvrir 7 pays parce que le livre sortait le 14 novembre. Tous les mois de novembre en Israël, il y a une conférence sur la promotion des musiciens israéliens à l'international qui s'appelle International Israeli Roadshow.
Et donc, tous les gens du monde de la musique internationaux sont invités. Il y a 200-300 personnes et c'était le bon lieu pour lancer ce projet, cette présentation. Donc, tout ça, c'est tombé à l'eau. Donc, le projet a été touché. Mais il y a surtout eu la sidération de celui qui est proche d'Israël. Il y a eu plusieurs semaines où, comme tout le monde, j'étais juste devant les news et il était impossible de penser même aux conséquences de ça. J'ai bien sûr reçu des messages de mes partenaires en disant on annule tout, on verra plus tard, bien évidemment. Et puis, très vite, les contacts avec les musiciens. Les musiciens ont une vie qui a été aussi coupée parce que, comme tu dis, les Juifs et Israël ne sont plus vus comme c'était le cas jusqu'à il y a peu dans le monde entier. Quelque chose de fort s'est brisé. Et les musiciens qui, dans chaque métier, on a une manière de raisonner à son métier. Le musicien, ou l'artiste, pardon, il résonne avec l'affection et la communication avec son public. Ils ont été coupés de ce qui alimentait leur verve, leur foi et leur énergie. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? J'ai eu une douzaine de Zooms à une dizaine ou une vingtaine de personnes, de musiciens qui, de chez eux, de leur abri, avaient besoin de jouer et de parler avec des gens qui leur parlaient comment ça se passe dans ton pays, dans ton pays. Et il y a eu un peu une automédication comme ça, de jouer en comité registre. On peut pas continuer à vivre quand on est artiste, hein, sans continuer à jouer et avoir des échanges avec les autres. Donc j'ai d'abord vu ça. Puis j'ai vu, et je vais reparler du festival Jazz & Klezmer, on a bien sûr vu les tournées annulées, les grandes déceptions. J'ai parlé avec beaucoup de gens qui étaient sidérés. Je parle de musiciens israéliens. Parce que le musicien israélien est probablement l'artiste israélien moyen, est quelqu'un de gauche, très progressiste, anti-Bibi, comme on l'imagine. Pour lui, avant le 7 octobre, quand il voyageait dans le monde entier, il rencontrait des gens à qui il disait « Je comprends bien votre point de vue sur Israël et j'en suis complètement, je le partage complètement. » Ces gens-là ont vu s'effondrer tous leurs soutiens internationaux. Ils ont un peu perdu pied. Je vais vous donner un exemple qui s'est passé donc au mois de novembre dernier dans le cadre du festival Jazz & Klezmer, où étaient programmés cette année 2 musiciens israéliens, Itamar Borochov et Avishai Cohen, l'autre, le trompettiste, qui était donc prévu depuis bien avant le 7 octobre, de donner une soirée le 19 novembre dans le cadre de la tournée de promotion de son disque son dernier disque s'appelle Naked Truth, la vérité nue. Déjà, la salle où il était prévu de passer décide de ne pas l'accueillir. Donc, au dernier moment, trouver une autre salle et autres, et Laurence, avec qui j'ai parlé, a effectivement été en équilibre pendant quelques semaines, mais elle a réussi à trouver un autre lieu qui a été plein, donc mission accomplie. Mais on est d'accord que 6 semaines après le 7 octobre, et avec ça, on arrive avec une certaine pression. Donc, Avishai Cohen, il y avait sur la scène le contrebassiste Barak Mori, il y avait Ziv Ravitz à la batterie, et Jonathan Avishai au piano, commence à jouer. Au bout de 2 musiques, il s'arrête en disant bon, merci, les gens applaudissent bien à chaque fois, et il y a le premier message. Merci beaucoup d'être venu, vous savez, avec ce qui s'est passé, on s'est posé la question, normal, quoi. Donc, pas mal d'émotions qui vient. Mais Avishai Cohen termine en disant, on est dans le cadre, et on a signé ce concert dans le cadre de la tournée de promotion de notre disque Naked Truth. On est désolé, on peut pas vous jouer ça. Toutes les chansons que vous écouterez ce soir ont été composées dans les abris depuis le 7 octobre. C'est-à-dire que le niveau d'intensité était incroyable, quoi. Tout le monde a été à un niveau d'émotion incroyable et le concert était juste exceptionnel. Exceptionnel d'intensité, de qualité, d'émotion. Et parce qu'il nous faut conclure, Raphaël, ouais. Je voudrais formuler un espoir et avec le soutien, ta passion, tout ce que tu fais, tout ce que tu mets en place pour le jazz et pour Israël, peut-être formuler l'espoir que un jour on revienne à cette période bénie où
Charlie Parker, pour ne citer que lui, venait, et tu le disais tout à l'heure, que ceux qui sponsorisaient beaucoup, les Juifs, c'était ceux qui sponsorisaient beaucoup, pardon, les jazzman, c'était des Juifs. Eh bien, il venait animer une bar mitzvah, il sortait, il écoutait quelques notes de Stravinsky, et puis finalement, il allait terminer une session avec Duke Ellington. Et finalement, on va formuler l'espoir que peut-être cette période bénie puisse revenir et que nous puissions faire dans ce sens-là ou dans le sens inverse, finir par une bar mitzvah juive, mais que nous puissions retrouver le jazz partout, le jazz israélien avec tous, et que nous puissions, avec tes expos, avec les livres et avec tes rencontres, continuer à jouer, à écouter et finalement à partager ensemble. Merci Raphaël. Merci beaucoup à vous. Je voudrais ajouter quelque chose d'optimiste aussi. La semaine dernière, j'ai un abonnement à Kfar Saba, à la salle de concert de Kfar Saba qui s'appelle Hot Jazz. Et il donne une fois par mois un orchestre de jazz. Et la semaine dernière, il y avait en hommage à Cole Porter, un groupe de musiciens de l'étranger et dont la pianiste Francesca Tandoy qui jouait et qui chante aussi et qui joue du piano de façon extraordinaire. Et je me souviens de leurs paroles, de ces jazzman étrangers, où ils ont dit qu'ils étaient fiers de venir en Israël. Ils n'avaient pas annulé leur venue et qu'ils étaient heureux d'être avec nous et de jouer du jazz en Israël. Voilà, Raphaël, on est sur Si je peux juste ajouter quelque chose, rebondir rapidement sur ce qu'a dit Jacqueline, c'est que depuis le 7 octobre, j'ai vu beaucoup de marques qui ne m'ont pas étonné, de gens qui ont fait un pas en recul, mais l'espoir du futur m'a été donné par les quelques attitudes positives que j'ai vécues aussi, semblables à celles que vous venez de décrire, parce que ça va revenir, on espère. Et j'en profite pour vous dire qu'a priori, j'expose à Tel Aviv au mois d'octobre. Donc, on se verra là-bas, j'espère. Voilà, on s'inscrit déjà dans le futur. Merci Raphaël Pérez. Je rappelle que merci beaucoup. Je rappelle qu'il est professionnel de la photo et la photo du jazz israélien. Merci à Raphaël Pérez et merci à tous ceux qui nous ont accompagnés ce soir.